Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Vous êtes plus de 400 à vous être inscrits à cette matinale consacrée à l'arrêté des comptes 2023 des associations. On est ravis au nom du comité association de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la chance de présider ce comité et ce matin, je vais juste introduire le travail remarquable qui a été effectué par Juliette Prudhomme et Nathalie Elliot pour vous préparer ce support. Et au cours du support, on fera deux temps pendant lesquels on répondra à vos questions que vous pourrez faire tout au long de la présentation dans le chat. Donc, vous n'hésitez pas dans le chat à écrire les questions qui vous viennent et on fera un temps en milieu de séance et à la fin pour y répondre. Je laisse la parole à Juliette et Nathalie pour vous présenter leur support. Bonjour à tous et à toutes. Merci Karim pour cette introduction. Nous allons vous présenter les spécificités associatives avec ma collègue Juliette Prudhomme et moi-même Nathalie Elliot, toutes les deux experts comptables et membres du comité association. Je vais laisser Juliette introduire. Donc, ce webinaire sur l'arrêté des comptes annuels 2023 vous aidera à préparer au mieux vos travaux de clôture en intégrant les spécificités comptables et fiscales des structures associatives. Donc, nous rappellerons les règles liées aux particularités associatives, les subventions, la fiscalité, les fonds dédiés, le bénévolat. Et nous vous informerons sur l'actualité fiscale et législative pouvant avoir une incidence sur les travaux d'arrêté des comptes annuels des associations. Voilà. Enfin, nous ferons un état sur les nouvelles dispositions fiscales et l'actualité. Et donc, pendant cette heure et demie, nous commencerons par les spécificités associatives et puis donc les actualités. Voilà, donc je vais commencer avec les spécificités associatives du bilan. Donc, tout d'abord, un rappel de ce qu'est l'appel à la générosité du public, un focus sur les fonds dédiés et sur les fonds propres. Donc, sur la notion d'appel à la générosité du public, ça permet de désigner l'ensemble des démarches qui consistent à solliciter des dons d'un cercle ouvert de personnes par divers moyens, qu'ils soient publics, campagnes de publicité, sites internet, que privés, donc appel téléphonique, envoi d'email. Tandis qu'un appel à un cercle restreint de personnes sollicitées conduit à écarter la qualification d'appel à la générosité du public. La notion de cercle restreint se déduit assez facilement de liens préétablis entre l'organisme qui sollicite et les personnes sollicitées pour verser le don. Et de plus, la sollicitation ou l'appel peut être mis en œuvre par tous les moyens ils ne sont pas déterminés ni limités. En revanche, les contributions volontaires en nature ne sont pas à prendre en compte. La JEBVA, on peut revenir en arrière, a publié un guide qui est l'appel à la générosité du public, notions et procédures en janvier 2023. Il donne des définitions, il rappelle des obligations qui sont liées à l'AGP et il propose également une grille d'analyse pour savoir si on est AGP ou pas. Il rappelle des notions importantes qu'il précise, comme la notion de générosité, qui est la volonté irrévocable de donner sans la volonté d'obtenir des contreparties. Donc, les dons qui n'ouvrent pas droit à reçus fiscaux parce qu'accordant des contreparties trop importantes ne sont pas issus de la générosité du public. Sur la notion d'appel, on peut prendre par exemple le site internet avec un bouton « Je fais un don », ça c'est typiquement de l'appel. Tandis que les dons et mécénats sans sollicitation ne sont pas pris en compte pour le calcul du dépassement du seuil de 153 000 €. Donc, les notions de sollicitation et de groupe ouvert sont vraiment essentielles. Par exemple, dans un conseil d'administration, un administrateur qui est par ailleurs chef d'entreprise en bâtiment et qui se propose chaque année de faire gratuitement de la peinture dans
un dédit local de l'association. Est-ce que c'est de la GP? Donc là, il n'y a pas de sollicitation. C'est lui qui se propose chaque année. Et il ne fait pas partie d'un groupe ouvert de personnes, il fait partie du conseil d'administration. Donc, même si ces conditions ne sont pas cumulatives, là, il n'y a clairement pas d'appel. Voilà, donc maintenant sur les fonds dédiés. Les fonds dédiés sont la partie de ressources reçues de tiers financeurs pour un projet défini, qui n'est pas consommé entièrement à la clôture. Sur la notion de projet défini, le contrat doit préciser dès le départ si les fonds sont accordés pour un projet défini ou si l'objectif se confond avec l'objet général de l'association. Et l'affectation, c'est le donateur qui le donne. Par exemple, si l'association reçoit un don qui n'est pas affecté et que le conseil d'administration décide de l'affecter à un projet défini, alors elle ne pourra pas constater de fonds dédiés. C'est toujours la volonté du donateur qui implique la constatation d'un fonds dédié à la clôture. Donc, il faudra penser à compléter le tableau de variation des fonds dédiés dans l'annexe et préciser par un astérix l'utilisation de fonds dédiés par projet. Donc, à la clôture, on aura un stock de fonds dédiés. Donc là, on a remis le schéma comptable. Les sommes inscrites en fonds dédiés correspondent soit à la part non consommée, s'il s'agit d'une convention annuelle, dont le financeur ne réclame pas la restitution, soit à la part non consommée de la partie rattachée à l'exercice quand c'est une convention qui est pluriannuelle. Donc, par exemple, une convention de 300 000 € qui est répartie en 100 000 € par an et qui est utilisée qu'à 80% la première année, alors on constate 20 000 € en fonds dédiés à la clôture de la première année. Sur maintenant les fonds propres, donc il existe différents types de fonds propres, des fonds propres sans droit de reprise qui correspondent à la mise à disposition définitive d'un bien ou de numéraire au profit de l'entité, mais également des fonds propres avec droit de reprise qui correspondent à la mise à disposition qui est conditionnelle d'un bien ou de numéraire au profit de l'entité. Donc là, le bien peut être repris par l'apporteur lorsque la condition n'est plus remplie par le bénéficiaire. La condition n'a pas de terme défini. Elle porte soit sur la cessation d'activité à laquelle la mise à disposition a été affectée, soit sur la dissolution de l'entité. Sur les réserves, on voulait vous parler de la possibilité d'affecter une partie du résultat en réserve pour projet. Donc, c'est l'organe délibérant qui en décide et ça implique que sur l'exercice suivant, on viendra affecter la quote-part de résultat qui est liée au projet dans ce compte 1068, réserve pour projet. Donc, ça implique quand même qu'il y ait un suivi particulier, voire une comptabilité analytique. Sur les fonds propres, il existe donc des fonds propres qui sont consomptibles. Alors, pour rappel, les fondations et les fonds de dotation sont constitués par une dotation initiale qui peut être consomptible ou pas en fonction de ce qui est prévu par les statuts. Alors, comment cette dotation est consommée? La perte de l'exercice d'un fonds de dotation, par exemple, peut être affectée à la dotation initiale qui est alors consommée d'autant. Et donc, le résultat est ramené à zéro. Dans ce cas-là, il convient de donner en annexe une information sur la politique qui est menée par l'entité en termes de consommation de la dotation. Voilà pour la partie bilan et je passe la parole à Nathalie pour le résultat. Merci Juliette. Donc sur la partie résultat, je vais évoquer les différents types de produits et leur mode de comptabilisation. Donc on commence par les subventions d'exploitation. Donc elles sont comptabilisées à la notification de l'acte d'attribution. Comme l'a évoqué Juliette tout à l'heure, en cas de convention pluriannuelle, la partie qui concerne les exercices suivants, les deuxième année, troisième année éventuelles, sont mis en produits constatés d'avance et c'est juste la quote-part du budget annuel non consommé qui sera mis en fonds dédiés.
C'est une règle importante à savoir pour bien comptabiliser au moment de la clôture votre quote-part de produits d'avance et de fonds dédiés. Les subventions d'investissement, donc c'est un petit rappel sur les subventions d'investissement qui sont définies par le plan comptable général avec deux règles qui existent. La possibilité soit de les comptabiliser en fonds propres avec une reprise qui va se faire en fonction de la durée et du rythme de l'amortissement des biens acquis au moyen de la subvention, ou une comptabilisation en produits exceptionnels à la signature de la convention, si celle-ci est sans condition suspensive. On verra un peu plus tard qu'avec la réforme du plan comptable général, ce produit exceptionnel pourra devenir éventuellement un produit d'exploitation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la comptabilisation qui normalement se fait à la signature de la convention peut être reportée s'il existe donc une condition suspensive liée à l'acquisition de l'investissement et à sa justification, et au fait que dans la convention, il n'y ait pas de montant précis donné, mais juste un montant qui correspondrait au montant de l'investissement réalisé. Les concours publics. Donc, les concours publics correspondent aux contributions financières versées par une autorité administrative, administration publique, ou à des taxes versées par un organisme collecteur, comme la taxe d'apprentissage, par exemple, qui se comptabilise dans ce compte concours public, qui est un compte spécifique 73, qui existe dans le plan comptable défini par le règlement ANC 2018-06. Les contributions financières. Alors, les contributions financières, elles correspondent à des sommes reçues d'entités privées. Ces contributions ne doivent pas être la rémunération de prestations ou de fourniture de biens, mais vraiment une ressource financière donnée pour l'objet de l'association. Elles sont comptabilisées à la signature de la convention d'octroi dans un compte spécifique qui s'appelle également contribution financière, un compte 755. Et elles vont, selon leur nature, être soit d'exploitation ou soit exceptionnelles si elles ne correspondent pas à de l'activité courante. Il y a une note technique du Conseil national de l'ordre traite des contributions financières quand elles sont affectées à des investissements. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Si cette contribution est assimilée à une subvention, à ce moment-là, on peut la comptabiliser comme une subvention d'investissement, donc avec un compte au bilan et reprise au rythme de l'investissement. Si ce n'est pas une subvention, dans ce cas-là, elle va directement en produit, mais comme c'est quand même lié à un investissement qui, lui, va être amorti, eh bien ce produit est neutralisé par un fonds dédié qui, lui, sera repris de la même façon selon le rythme de l'amortissement de l'investissement réalisé. Donc, dans les deux cas, on est dans un système où on va neutraliser ce produit pour pouvoir l'étaler dans le temps suivant le rythme de l'investissement. Les dons. Alors, tout ce qui est lié à la générosité du public, dont on va parler maintenant, est vraiment spécifique aux associations. Donc, il y a plusieurs sources de revenus, enfin de produits liés à la générosité du public. Donc, les dons manuels en tant que tels constituent des produits au moment de leur encaissement par l'association. Ils sont comptabilisés dans un compte 754. Et à la fin de l'exercice, au moment de la clôture pour l'arrêté des comptes, va être fait un détail de savoir sur les dons qui étaient affectés à un projet défini, savoir quelle est la quote-part qui a été consommée, la quote-part qui a été non consommée, pour constituer un fonds dédié pour la quote-part non consommée. Donc Juliette a expliqué tout à l'heure comment fonctionnait le fonds dédié avec ce compte 19. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dons donnent droit à des réductions d'impôts par le biais de l'émission des reçus fiscaux. Donc, on a rappelé dans ce slide les différentes règles, enfin les différents taux de réduction d'impôts possibles liés aux dons. Toujours sur les dons, il y a des obligations qui existent sur ces dons depuis 2 ans, depuis 2021, qui sont liées à la loi de août 2021, sur lequel il y a l'obligation maintenant de déclarer le nombre de reçus émis et le montant total des dons
qui ont donné lieu à reçus fiscaux. C'est uniquement les dons qui ont donné lieu à reçus fiscaux qui sont à déclarer auprès de l'administration. Si vous avez reçu des dons mais qu'il n'y a pas eu de reçus fiscaux, vous n'avez pas à les intégrer dans cette déclaration. On vous a remis le lien sur le site, hein, c'est le site démarchesimplifiée.fr, pour les associations qui ne sont pas fiscalisées. Si les associations sont fiscalisées et font une liasse fiscale, dans ce cas-là, il y a un cadre spécifique, le cadre L du tableau 2065 bis SD, qu'il faudra compléter avec ces deux informations. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclaration est à faire dans les 3 mois qui suivent la date de clôture pour les exercices qui sont pas au 31/12, et pour ceux qui sont à la date de fin d'année, à ce moment-là, c'est comme pour les liasses fiscales, en fait, c'est décalé à début mai. Il y a des particularités pour certains dons et reversements. Des dons en nature qui sont destinés à des biens qui vont être cédés. Dans ces cas-là, ce don en nature, en fait, va être constaté comme un engagement hors bilan tant qu'il n'est pas cédé. Et au moment de sa cession, il sera comptabilisé, le produit de la cession sera comptabilisé dans un compte de produit, un compte 707.3, vente de dons en nature. Si le don n'est pas destiné à l'organisme qui le collecte, mais pour un reversement à une autre entité, selon, il va y avoir deux cas. Si la structure qui collecte a le choix de l'entité bénéficiaire, à ce moment-là, elle va considérer que ce don est un produit et l'aide, le montant versé est une aide financière, donc il ira dans un compte 657. Par contre, s'il y a un accord express avec le bénéficiaire, comme quoi il y a une collecte qui est faite, qui va finir donc en produit dans l'association, mais de ce fait, le montant reversé, lui, ira dans un compte spécifique qui s'appelle Quote-part de générosité reversée à 657-200. Donc c'est une petite nuance dont il faut tenir compte. Donc, on reste sur la générosité du public avec les libéralités. Donc, les libéralités, ce sont des actes par lesquels une personne va, à titre gratuit, donner tout ou partie de ses biens à une autre personne ou entité. Et donc, il y a 2 sortes. Il va y avoir les donations entre vifs donc, et les legs ou assurances-vie qui sont des actes notariés au moment du décès de la personne. Alors, jusqu'à la loi ESS de 2014, il n'y avait que les structures reconnues d'utilité publique qui pouvaient tout percevoir, les legs ou donations. Et depuis la loi ESS, ça a été ouvert à toutes associations qui sont déclarées depuis plus de 3 ans, sous réserve d'être d'intérêt général. Donc, je vais reprendre les différents types de libéralité. Donc, les assurances-vie sont comptabilisées au moment de leur réception de l'encaissement dans un compte qui s'appelle assurance-vie, 754-31. Donc là, c'est assez simple. Par contre, sur la comptabilisation des legs, c'est un peu plus compliqué parce que plusieurs situations peuvent se poser au moment de la réception d'un leg. Sur le principe, le leg est comptabilisé à l'acceptation de la libéralité. Donc, vous recevez le document du notaire. Il y a une décision de conseil d'administration, enfin d'un organe, d'une instance qui va accepter ou non ce leg. Et à l'acceptation de cette libéralité, ça va être constaté dans les comptes. Donc après, il y a plusieurs situations. Si dans ce leg, il y a des biens qui sont conservés par l'association, par exemple, elle va recevoir un immeuble, à ce moment-là, il va y avoir encore plusieurs cas. Soit ça va aller directement en fonds propres parce que le donateur aura stipulé que ça vient renforcer les fonds propres de l'association, ou soit ça va aller en produit dans le compte de résultat. Dans ces cas-là, j'ai mis les comptes, j'ai fait un exemple que je vous montrerai tout à l'heure avec les différents comptes. Donc, en fonds propres, c'est un compte 102 et la contrepartie en résultat, c'est un compte 754. Mais vous les verrez tout à l'heure dans l'exemple. Après, si le bien qui est reçu, lui, n'est pas destiné à être conservé parce que l'association n'a pas besoin de l'immeuble qu'il reçoit, il va recevoir une maison, voilà, donc il va le céder, il va le vendre pour pouvoir après utiliser les fonds liés.
Et donc, dans ce cas-là, la comptabilisation est un peu différente, puisque ce bien qui est destiné à être cédé, finalement, va constituer une immobilisation à l'actif. Donc, ça va être mis dans un compte en attente de cession, un compte 240 spécifique. Et si jamais il y a des dettes ou des obligations, elles vont être constatées dans des comptes de tiers, dans des comptes de bilan. Les obligations, elles sont provisionnées dans des comptes actifs. Et le patrimoine, quand il est vendu, le patrimoine, lui, est inscrit en produit. Mais en attendant la cession, ce produit, en fait, est neutralisé par le biais d'un fonds dédié. Donc, en fait, ils appellent ça fonds reporté, mais c'est un compte 19, fonds reporté, qui va venir neutraliser ce produit. Ça va être plus clair avec l'exemple. Parce que je sais que la comptabilisation des legs est quelque chose de pas évident. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on rappelle et qu'on a mis cet exemple. Donc, dans notre exemple, on va avoir les deux situations. Il y a deux immeubles estimés, l'un à 300 000, l'autre à 200 000, mais également une dette de 30 000 euros et puis un engagement de travaux de 20 000. Et on dit que l'immeuble à 200 000 euros doit être cédé et que celui de 300 000 va être conservé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la date d'acceptation, l'immeuble a cédé, les 200 000 euros à l'estimation qu'a donné le notaire vont être mis dans un compte 240, donc à l'actif en immobilisation. L'immeuble qui est conservé, il est mis dans les comptes à la valeur testamentaire de la même façon, donc, mais lui dans un compte d'immobilisation immeuble en tant que tel, un compte 213 pour 300 000 euros. Je vais avoir en face les dettes. Donc j'ai un compte 466 spécifique pour mes dettes qui sont liées aux legs et donations, dans lequel je vais mettre les montants qui restent à verser en fait, sur ce bien qui est donné à l'association. Et je vais provisionner dans un compte 152 les éventuelles charges à payer qui existent. Je mets mes 300 000 euros que je conserve dans mon compte de fonds propres, au compte 102, et les 200 000 euros, enfin le net des 200 000, puisque j'ai des dettes à verser, donc il ne reste plus que 150 000, le net sur l'immeuble à céder va dans ce compte de produit 754 320. À la date de clôture, comme je n'ai pas cédé cet immeuble, je le neutralise par un compte report en fonds reporté des 150 000 euros pour neutraliser ce produit qui pour l'instant n'existe pas puisque mon immeuble n'est pas liquide. Au moment de la cession de cet immeuble, donc dans mon exemple, il est cédé pour une valeur de 230 000 euros, donc un peu plus que la valeur estimée par le notaire. Et l'immobilisation est sortie de façon classique par un compte 675. Je rentre avec la banque dans un compte produit de cession les 230 000 euros de produits reçus sur ma cession et je neutralise, je reprends mon fonds dédié par un compte 789. Voilà. Donc là, on a résolu toutes les opérations, sachant que les comptes de dette et de provision, eux, vont se solder au règlement de la dette ou au règlement de l'engagement de dépenses qui va être fait. Alors, il y a eu une question posée sur les legs reçus par le biais d'une entité reconnue d'utilité publique intermédiaire. Donc là, on est un peu comme dans la situation précédente. Dans l'entité qui est reconnue d'utilité publique, il va percevoir le leg pour le compte d'une autre structure. Et à l'acceptation, ils vont comptabiliser ce leg, une partie en actif pour le bien reçu, et de l'autre côté, dans un compte de provision pour charge, puisque finalement, il y a un engagement à reverser, donc on est dans un compte de provision. Il n'y aura pas de produit lié à ce leg. Au moment de la réalisation, ils vont vendre donc ce bien et pour reverser les fonds à l'association bénéficiaire. Au moment de la cession de ce bien, il y a une sortie d'actifs puisque ça a été immobilisé, donc il va y avoir un produit de cession. Et de l'autre côté, on va avoir l'aide financière qui passe en charge sur le reversement des fonds, et la provision est reprise et ça neutralise comme ça le produit. Dans tous les cas, dans l'entité qui collecte le fonds, il n'y a pas de produit qui sera constaté, enfin un produit sera constaté, mais il sera neutralisé dans tous les cas par une charge. De côté de l'association bénéficiaire,
eh ben, au moment de l'acceptation, elle a connaissance que donc elle va avoir un legs. Donc pour elle, c'est un engagement hors bilan reçu tant qu'elle n'a pas reçu les fonds. Et à la réception des fonds, ben, elle comptabilise en contribution financière reçue dans un compte 755. Pour elle, c'est un produit en tant que tel. Alors, le mécénat et le parrainage. Donc, j'ai rappelé en 2 mots les définitions, ce qu'est un mécénat et ce qu'est un parrainage. Il faut bien faire la distinction entre le mécénat qui est considéré comme un don parce qu'il est sans contrepartie de la part du bénéficiaire et il est vraiment lié à des activités d'intérêt général et surtout c'est sans contrepartie. Alors que le parrainage, c'est un soutien matériel, c'est considéré comme une prestation de communication, comme du sponsoring, destiné vraiment à afficher l'image de la personne qui va verser les fonds ou de l'entité, enfin de l'entreprise qui va verser, et pour lui garantir une visibilité. Donc du coup, comptablement, ce n'est pas traité de la même façon. Le mécénat qui a un don va dans un compte 754, alors que le parrainage qui est considéré comme une prestation va dans un compte 706. Donc, c'est très important de faire la distinction parce que ça peut après jouer sur la fiscalisation ou non de votre association et notamment sur les seuils des 76 000 € de franchise liés au secteur lucratif et non lucratif. Toujours sur le mécénat, il y a une troisième sorte de produit, le produit partage, qui est quelque chose d'un peu hybride, où on ne sait pas très bien est-ce que c'est du mécénat ou est-ce que c'est du parrainage. Et donc, ce produit partage, en fait, sur le principe, va être considéré comme du parrainage parce que ben, ça permet de vendre des produits. On est quand même dans une opération commerciale. Hein. Le produit partage, pour rappel, c'est je vais avoir le nom, par exemple, je sais pas, des Restos du Cœur qui vont être mis sur une boîte de Coca-Cola. Et quand une boîte comme une canette de Coca-Cola est vendue, ils vont reverser 50 centimes au Resto du Cœur en contrepartie. Bon, voilà, c'est un peu le principe. Donc, on est bien dans une opération commerciale. Par contre, le législateur a considéré que si ça respectait la philosophie du mécénat, avec des conditions spécifiques à respecter que je vous ai mis dans l'encadré, on pourrait considérer que ces produits partage sont assimilés à des dons et donc à du mécénat. Mais pour ça, il faut vraiment respecter les critères. Donc, il faut qu'il y ait une somme fixe minimum indépendante du volume des ventes réalisées. C'est très, très important. C'est-à-dire qu'il faut au préalable, il y a des conventions qui sont faites de produits partage, mécénat ou autre. Et dans cette convention, il est prévu que ça va être, je sais pas, 20 000 € qui va être versé sur l'opération de produits partage. Et c'est le montant qui est convenu. Donc, indépendamment des ventes, ce n'est pas quelque chose qui est lié au fait qu'on va avoir vendu plus ou moins. C'est un montant fixe. Il faut que l'opération elle soit ponctuelle et qu'elle ne soit pas sur un nouveau produit. On ne doit pas lancer un produit en mettant dessus le logo d'une association connue qui permettrait de doper les ventes. Tous les coûts de communication doivent être à la charge de l'entreprise. L'association ne doit absolument pas communiquer dessus, ne doit pas faire de publicité. Il ne doit pas y avoir ce côté publicité. L'information claire et transparente doit être donnée sur la quote-part qui va être reversée à l'association. C'est-à-dire que les gens qui vont acheter le bien doivent savoir qu'il y a 50 centimes qui est reversé à l'association. Voilà. Et puis, le prix de vente, surtout du produit, ne doit pas être augmenté et de façon à ce que le reversement qui est effectué soit vraiment pris sur la marge réalisée par l'entreprise. Donc, il va vendre au même prix sa bouteille de coca. Et donc, c'est bien sur sa quote-part de marge qu'il va reverser à l'association et non pas sur un complément éventuel qu'il aurait pu réclamer. C'est très important. Et dans ce cas-là, le produit partage pourra être considéré comme du mécénat et donc ne pas rentrer dans la partie fiscalisée. Alors, sur le compte de résultat, en bas des comptes de résultat, on a donc un petit tableau pour indiquer les contributions volontaires en nature. Ces contributions volontaires en nature sont de plusieurs natures et sont définies par le règlement ANC 2018-06. Elles sont soit des contributions en travail, donc tout ce qui est bénévolat, mécénat, mise à disposition de personnes. Elles peuvent être des contributions en biens, donc tous les dons en nature. On va donner une imprimante à une association. Voilà,
ou des contributions en service. Les contributions en service, c'est la mise à disposition de locaux ou de matériel ou des prêts, des fournitures. Donc, la comptabilisation de ces contributions volontaires en nature, elle a été rendue et fortement recommandée par le règlement comptable 2018-06. Mais pour cela, il faut que l'entité soit en mesure de le recenser et de le valoriser, et donc ait mis en place les outils nécessaires à pouvoir les évaluer. Elles sont indiquées donc, au pied du compte de résultat et elles sont comptabilisées dans des comptes de classe 8, un compte 86 pour la partie charge et un compte 87 pour la partie produit, sachant que les parties charges et produits doivent être d'égal montant. Hein. On a une ressource et on a une charge. Ça ne joue pas du tout sur le résultat des comptes annuels d'activité en tant que tels qui ont donné lieu à des flux financiers. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'annexe aux comptes annuels, il va falloir préciser deux choses. En cas de non-comptabilisation, on va dire pourquoi on n'a pas comptabilisé les contributions volontaires, soit parce qu'on ne pouvait pas les évaluer, soit parce que l'entité ne voulait pas donner cette information. Et en cas de comptabilisation, il faut expliquer comment ça a été calculé. Donc, les modalités de recensement, sur quelle base on a valorisé, etc. Alors, pour terminer, les abandons de frais. Il est prévu que les bénévoles puissent abandonner s'ils engagent des frais dans le cadre de la mission bénévole qu'ils ont pour une association d'intérêt général. À ce moment-là, l'association peut leur faire un reçu fiscal du montant des frais abandonnés, mais il y a plusieurs conditions à cela. Il faut d'abord que le bénévole fasse une mention explicite sur la note de frais du fait qu'il abandonne, qu'il ne demande pas le remboursement. Et donc, il y a une petite mention qui est précisée, c'est « Je sous-signé, nom et prénom du bénévole, certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ». Et donc, de fait, le fait qu'il écrive ça transforme finalement ces éléments en dons. Après, la deuxième condition, c'est vraiment que tous les justificatifs et les montants dépensés sont donnés à l'association pour qu'elle puisse valoriser ce don. Donc, la valeur du don va être égale au montant de la note de frais. Et pour ça, il faut pouvoir justifier de ce montant et donc avoir les justificatifs. Donc, c'est des notions très importantes qui sont précisées dans le Code général des impôts, parce que si ces mentions-là n'y sont pas, l'abandon de frais ne pourra pas donner lieu à reçu fiscal. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Juliette pour les spécificités liées à l'annexe. Alors, donc, après une courte introduction, nous allons maintenant nous attarder sur quelques particularités de l'annexe d'une association, et notamment donc, le tableau de variation des fonds propres, le compte de résultats par origine et par destination, et le compte d'emploi annuel des ressources. Donc, très concrètement, là, l'objectif, c'était de savoir si une micro-association pouvait se prévaloir de la dispense de produire une annexe des comptes annuels, comme c'est le cas pour les micro-entreprises. Est-ce qu'une petite association peut produire une annexe simplifiée des comptes annuels, à l'instar de la possibilité qui est offerte aux petites entreprises? Et les personnes morales de droit privé non commerçantes, donc les associations qui doivent établir des comptes annuels, ne peuvent pas se prévaloir de l'allègement. Donc, elles présentent un modèle dit de base. Donc, plus en détail, ça fait déjà quelques années, mais c'est vrai que dans un objectif de transparence, également pour une meilleure compréhension de l'activité de l'association, l'ANC 2018-06 impose la présentation d'une description de l'objet social de l'entité, de la nature et du périmètre des activités, et également une description des moyens mis en œuvre. Alors, dans les faits, il est tout à fait possible de reprendre une partie des informations qui est déjà présente dans les statuts. Donc maintenant, sur le tableau de variation des fonds propres, il est obligatoire dans les annexes des comptes annuels des associations. Mais on peut noter qu'il existe un tableau qui est spécifique pour les entités qui font
appel à la générosité du public. Donc, dans ce cas-là, le tableau en question permet d'identifier la quote-part des fonds propres qui est issue de la générosité du public. Il y a un guide qui est intéressant, donc le guide de l'établissement de l'annexe comptable des associations et fondations, que vous pouvez d'ailleurs trouver gratuitement sur Biblio.org, mais vous pouvez aussi le commander en version papier pour 15 € sur le site, et qui reprend tous les tableaux, des exemples de rédaction, des conseils justement pour bien remplir ces tableaux. Il y a d'ailleurs le questionnaire de la CNCC sur l'annexe qui peut être intéressant également, mais sinon, dans l'ANC directement, tous les tableaux sont repris. Sur le compte de résultat par origine et par destination, lui, il est obligatoirement présenté si l'entité fait appel à la générosité du public. On y inscrit l'ensemble des ressources qui sont issues de la générosité du public. Donc, pas seulement celles qui sont issues de collecte dues à l'appel, c'est plus large, parce que c'est celles qui sont obtenues par l'appel ou non. Donc, c'est des ressources là qui peuvent provenir d'appels d'un cercle ouvert ou fermé de personnes, de dons et de libéralité, qu'ils aient été sollicités ou non. Donc, pour donner un exemple d'un cercle fermé, ça peut être une association qui est créée par un groupe de parents qui ont comme lien commun d'avoir un proche qui est malade, qui ont créé une association et qui, chaque année, font un don à cette association. Là, dans cet exemple, par exemple, il n'y a même pas de site internet, c'est vraiment juste un groupe d'amis. Là, c'est un cercle fermé. Sur le compte d'emploi annuel des ressources, lui, il ne fait état que des informations relevant de la générosité du public. C'est-à-dire en fait que c'est le copier-coller de la colonne tout à l'heure, dont générosité du public, dans le CROD. Et en revanche, il comporte des informations complémentaires au CROD, notamment les ressources reportées liées à la générosité du public, non dédiées et non utilisées sur l'exercice. Alors, par exemple, la perception d'une assurance vie par une association qui n'a pas communiqué sur sa capacité à recevoir un legs, ça, c'est de la générosité du public, mais il n'y a pas d'appel. Donc, là, pour ce cas, c'est pris en compte dans le CER, mais ce ne sera pas pris en compte pour déterminer le franchissement du seuil de 153 000 €. Pour prendre un autre exemple, un mécénat de la part d'entreprises régionales suite à un appel sur des réseaux sociaux, là, c'est de l'AGP, donc appel à la générosité du public. C'est pris en compte pour le calcul du franchissement de seuil de 153 000 €. Donc forcément, c'est pris en compte dans le CER. Voilà pour la partie annexe. Donc là, pour rappel du sommaire, on vient de voir toutes les spécificités des associations qui sont donc le bilan, le résultat et l'annexe. Et avant de passer aux actualités, je vous propose de faire un petit point sur les questions, s'il y en a. Alors oui, on a de nombreuses questions, donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre et vous les restituer. Donc il y a tout d'abord une question à laquelle je vais pouvoir répondre facilement, c'était le support. Donc vous inquiétez pas, le support, il va vous être communiqué suite à la réunion, donc l'ensemble des participants recevront le support. Il y a ensuite une première question qui est posée par Rémi qui concerne les réserves pour projet. Et Rémi veut savoir si on consomme ces réserves en fonction de décisions qui sont prises par le bureau de l'association. Donc, on affecte une part du résultat. Donc, si par exemple, le résultat d'une année est de 200 000, on peut choisir d'en mettre 100 000 dans la réserve, et 100 000 dans la réserve pour projet. Et le projet, par exemple, ça peut être un gros événement qui s'étale sur une ou plusieurs années. Et donc, l'exercice suivant, quand on a eu des dépenses et qui, bon là c'est le but, génère plutôt de la perte, et ben on va l'affecter
sur cette réserve. Donc, la première partie de la décision, c'est l'organe délibérant qui en décide. En revanche, la deuxième partie de la décision, c'est quand même lié au fait d'avoir pu suivre le projet et donc de déterminer la quote-part de résultat qui est liée à ce projet. Très bien, mais dans tous les cas, la décision d'affectation d'un déficit à une réserve pour projet relève de l'organe délibérant. C'est l'organe délibérant. Sera statué en AG. Donc, il y avait ensuite une question de Delphine sur ce qu'il advient des subventions de fonctionnement non consommées. Et la question était, est-ce qu'elles doivent rester en produit ou est-ce qu'on doit utiliser les fonds dédiés pour les neutraliser? Alors non, les fonds dédiés ne sont utilisés que sur des financements avec un projet défini. Donc les subventions de fonctionnement qui sont pour la structure globale de l'association et donc pas pour un projet défini restent en produit, même si elles ne sont pas consommées entièrement dans l'année. Très bien. Ensuite, il y avait une question d'Emmanuel sur les dons reçus pour financer des investissements. Peuvent-ils être comptabilisés en subventions d'investissement amortissables? Alors oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, quand il y a des dons reçus, alors les dons reçus pour des subventions, en fait, le don va aller en produit. Par contre, il va faire un fonds dédié qui sera repris au fur et à mesure de la consommation, de l'amortissement de l'investissement lié. Parce que le don en tant que tel n'est pas une subvention d'investissement, mais il ira donc en produit avec un fonds dédié. Donc ça sera pas la même mécanique que la subvention d'investissement avec la reprise d'amortissement, mais ça passera par les fonds dédiés et des reprises de fonds dédiés qui permettront elles aussi de neutraliser au fur et à mesure des dépenses les investissements. Ensuite, il y avait une question de Dimitri sur les legs d'immeubles. Que se passe-t-il quand un leg d'immeuble qui a vocation à être cédé tarde à être cédé? Et la question est la suivante. Est-ce qu'il ne faut pas revérifier si trop de temps est passé? Est-ce qu'il ne faut pas revérifier sa valorisation et éventuellement passer une dépréciation si elle s'avère inférieure au montant qui était estimé au moment du leg? Alors, pour un leg qui est destiné à être cédé, effectivement, le bien va être immobilisé à la valeur qui était dans l'acte notarié. Donc, c'est vrai que si le temps passe et que cette valeur se déprécie, il pourrait effectivement y avoir une provision pour dépréciation. Mais pour moi, comme c'est neutralisé, enfin tout ce qui est lié au produit du leg est neutralisé par le compte de fonds reportés. Si jamais il y avait une provision, ça viendrait à diminuer le compte de fonds reportés qui neutraliserait finalement cette charge. Hein. Donc les deux vont en parallèle en fait, hein, le montant du bien immobilisé, sa valeur, et ce fonds reporté. On ne peut pas avoir un fonds reporté d'une valeur qui serait plus forte que la valeur du bien immobilisé net des dettes et autres. Très bien. Ensuite, il y a une question de Marie sur les partages à la caisse, les produits qui sont issus de partage à la caisse. Donc, c'est, j'imagine, les arrondis, quand on passe à la caisse, les dons qui font l'objet d'arrondis à la caisse en faveur d'associations caritatives. Ces produits partage à la caisse, comment on les traite en comptabilisation des produits?
Alors, le produit de partage à la caisse en tant que tel, moi, j'aurais tendance à les assimiler au produit partage et à considérer de la même façon que le produit partage que si ça respecte la philosophie du mécénat, c'est du mécénat, et que par contre, si c'est un moyen de communication pour l'entreprise, à ce moment-là, c'est du parrainage. Alors non, là c'était le cas. Enfin, ce que j'ai compris de la question de Marie, c'est que c'est le cas des sociétés de distribution, des grandes Carrefour, des grandes enseignes de distribution qui proposent à la caisse, au passage à la caisse, d'arrondir ou de donner un complément en plus du paiement de ces courses en vue d'un don à une association d'intérêt général. Et donc ces formes de dons qu'elle appelle partage à la caisse, je pense. Et donc, elle s'interroge sur comment en comptabilité on doit le traiter. Ah bah, si c'est un don, en fait. Hein. Je pense que le don versé par la grande distribution, enfin par l'enseigne à l'association sera un don en tant que tel. Alors, c'est un don classique, mais on peut juste noter qu'il n'y a pas de reçus fiscaux sur ce type de don. C'est pas prévu parce que de toute façon, ce serait trop compliqué à mettre en place. Très bien. Ensuite, il y avait une question de Virginie qui demande à avoir davantage de précision sur la limite de 76 000 euros entre secteur lucratif et non lucratif. Donc là, juste pour rappeler, hein, il y a 3 conditions qui sont posées pour qu'une association reste exonérée des impôts dits commerciaux. 1, il faut que sa gestion elle soit désintéressée. 2, que ses activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé. Et 3, que l'activité lucrative représente une part marginale du budget de l'association et de ses activités non lucratives qui doivent rester principales. Donc, le montant qui est évoqué de recettes issues des activités lucratives doit rester marginal et ne doit pas aller au-delà de 76 679 de recettes annuelles. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments à préciser là-dessus, Nathalie et Juliette? Non, a priori, tu as tout dit. Ouais, ok. Voilà. Donc, on va peut-être prendre la dernière question et puis on va continuer sur les actualités. Il n'y a plus qu'une question, de toute façon. C'était une question de Stéphane sur l'annexe CROD. Est-ce que l'annexe CROD est à compléter dès le premier euro d'AGP, d'appel à la générosité du public? Pardon. Alors, pour le CROD, n'est à remplir que si on dépasse le seuil de 153 000 euros d'AGP. En revanche, à l'intérieur, c'est dès le premier euro de générosité du public. Donc, en fait, on met toutes les ressources, qu'il y ait appel ou non. Mais l'obligation du tableau, c'est si on dépasse le seuil. Très bien. C'est clair, vous pouvez y aller. Merci, Karim. Donc, on reprend. Donc, on a vu les spécificités associatives, du bilan, du résultat et de l'annexe. Et maintenant, on va voir les actualités. Et donc, les actualités spécifiques aux associations, un point sur la loi de finances 2024 et enfin sur le règlement de modernisation des états financiers. Sur les actualités associatives, on a décidé de se focaliser sur l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger, le contrat d'engagement républicain et sur le contrôle du dépôt des comptes. Sur l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger, donc c'est un état qui est inséré dans l'annexe aux comptes annuels et qui est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Donc c'est la grosse nouveauté de cette année.
Ça concerne les ressources et avantages perçus par des associations qui bénéficient de dons susceptibles d'ouvrir droit à avantages fiscal supérieurs à 153 000 €. Et on peut noter que les fondations en sont exclues et qu'il existe un régime particulier pour les associations cultuelles et qu'on n'aura pas le temps de développer ce matin. Ça concerne les ressources qui sont versées en numéraire ou alors consenties en nature, que ce soit par un État étranger, une personne morale étrangère, un dispositif juridique de droit étranger comme une fiducie, mais également par une personne physique non résidente en France. Donc, par exemple, des dons en nature comme des médicaments qui proviendraient d'une ONG sénégalaise, ça en fait partie. Un prêt d'un résident suisse, personne physique, une contribution d'une fondation allemande, tout ça, c'est des choses qui rentrent dans cet état. On peut noter que le non-respect, ça peut entraîner une amende jusqu'à 3 750 €, mais également la confiscation de la ressource. On vous a mis ensuite le modèle de tableau. Le tableau doit être repris tel quel. Il ne peut pas être modifié. C'est vraiment un modèle. Donc, il est présenté par état et par ordre chronologique. Mais pour les structures qui déposent leurs comptes, il existe un modèle simplifié qu'on va voir ensuite. Alors surtout, ce qui est important là pour vos associations, c'est qu'il y ait vraiment un processus d'analyse tout au long de l'année, de ne pas s'en rendre compte à la fin de l'année et vraiment de suivre ça. Donc voilà pour la possibilité pour les entités qui sont soumises à la publicité de leurs comptes de présenter une version synthétique de l'EAR dans l'annexe des comptes qui est approuvée par l'organe délibérant et qui sera publiée au journal officiel. Alors, la version détaillée de l'EAR doit alors être mise à disposition du public au siège de l'association ou sur son site internet et ça, il faut le préciser en annexe. Voilà pour l'EAR. Sur le contrat d'engagement républicain. Donc, ça date de la loi du 24 août 2021. On peut se demander pourquoi il y a eu deux lois importantes sur un même été. La loi du 1er juillet 2021, en fait, qui modifie donc notamment la notion d'AGP, a été promulguée ce jour-là pour fêter les 120 ans de la loi du 1er juillet 1901, mais il manquait certaines choses. Donc, une deuxième loi est sortie à la fin de l'été, en août. Et cette loi comprend le contrat d'engagement républicain pour les associations qui souhaitent bénéficier de subventions. L'association qui a souscrit le contrat d'engagement républicain va en informer ses membres par tout moyen, notamment par soit en affichage dans ses locaux, soit sur son site internet, par exemple. Alors, les associations agréées, on peut revenir un peu en arrière. Les associations agréées, les associations et fondations RUP ne sont pas concernées par ce contrat. Alors, il existe un guide pratique sur association.gouv qui peut être utile si vous avez des associations qui sont concernées. Les engagements souscrits au titre du contrat sont opposables à l'association à compter de la date de souscription du contrat. Donc, le contrat d'engagement républicain, c'est une condition suspensive à l'obtention de la subvention. Et donc, attention, si vous avez une subvention qui est demandée, par exemple, début décembre 2023, mais que le contrat d'engagement républicain n'est signé que le 4 janvier 2024, alors là, ce n'est pas possible de comptabiliser la subvention à la clôture des comptes 2023. Donc, c'est une condition qui peut être aussi résolutoire si l'autorité administrative a des indices qui lui permettent de déterminer que le contrat n'est pas ou n'est plus respecté. Elle peut demander l'arrêt ou même le remboursement de la subvention. C'était le cas, par exemple, de l'école musulmane de Lille, qui était une école sous contrat, et le contrat a été dénoncé. Et là, en l'occurrence, l'année scolaire en cours s'est terminée, quand même avant la fin. Donc, c'est une vraie question finalement de pérennité et de continuité de l'exploitation de nos associations. Là, vous voyez sur le slide le contenu de ce contrat, donc, qui est de respecter les principes de liberté, d'égalité, fraternité, dignité de la personne humaine
les symboles de la République, ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République, s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Le contrôle du dépôt des comptes, c'est une obligation déjà depuis les comptes 2022. Et là, le commissaire aux comptes vérifie la publication sincère des comptes annuels. Alors, qui est concerné? Ce sont les organismes faisant appel à la générosité du public, qui sont légalement soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes et dont le montant des ressources collectées par ce biais excède le seuil de 153 000 €. Et pour mémoire, les fonds de dotation n'ont pas à publier le rapport du commissaire aux comptes, mais seulement les comptes annuels. Donc, je passe la parole à Nathalie pour la loi de finances. Merci Juliette. Donc, on va continuer sur des actualités un petit peu de règles fiscales et comptables. Donc, la loi de finances il y a quelques articles de la loi de finances qui concernent les associations dont on va parler. Donc, la première chose, c'est la prolongation pour 3 ans de l'application du taux majoré de 75% de la réduction d'impôt dans la limite d'un plafond de 1 000 € pour les dons faits à des organismes au profit qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté. Hein, c'est le fameux don Coluche qui existe et qui devait s'arrêter en 2023 et qui donc est prolongé. L'article 200 hein, qui ouvre justement droit à réduction à l'impôt sur le revenu avec les reçus fiscaux s'ouvre sur un nouveau champ. Jusqu'à présent, on avait donc les 75% sur les entités dont on vient de parler. On avait 66% sur toutes les entités d'intérêt général. Et donc, on a également sur les organismes concourant à l'égalité entre les hommes et les femmes qui ouvrent droit aujourd'hui à la réduction d'impôt sur le revenu. Le contrôle des reçus fiscaux, dans la loi de finances, il y a un article qui précise que d'abord les contrôles fiscaux, bien sûr, vont être les reçus fiscaux, pardon, peuvent être contrôlés, mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant il y a la possibilité pour l'administration fiscale de demander à réaliser le contrôle de ces reçus fiscaux dans d'autres lieux que au siège de l'association. Et donc, normalement, il faut qu'ils se mettent d'accord avec l'association pour déterminer le lieu de contrôle. Et si ce lieu a défaut d'accord, l'administration fiscale peut décider de poursuivre le contrôle dans ses propres locaux. Donc, il peut en fait réaliser en dehors de l'association le contrôle des reçus. Donc, sur les seuils, il y a des revalorisations de seuils qui sont procédées en début d'année à chaque fois. Donc, l'abattement de taxe sur les salaires qui passe à 22 535, le seuil sur la franchise des impôts commerciaux dont on a parlé tout à l'heure, qui est à 76 679. Et puis, sur la commande publique aussi, il y a des seuils pour les procédures formalisées qui ont été revalorisés, applicables pendant 2 ans, avec les contrats de prestation de services 143 000 € pour l'État et ses établissements publics, ou sinon 221 000 € pour les collectivités territoriales. Et par contre, pour les contrats de travaux, le seuil de procédure, c'est 5 538 000. Alors après, on a beaucoup parlé, Juliette a beaucoup parlé tout à l'heure de la notion de cercle restreint, puisque dans les critères d'intérêt général, on a la gestion des intéressés, le fait que la structure a des activités non lucratives et qu'elle est censée fonctionner au-delà d'un cercle restreint de personnes. C'est-à-dire que normalement, si elle est uniquement à destination de ses adhérents et qu'elle ne donne pas qu'elle n'apporte pas à plus que ces personnes-là, elle n'est pas considérée comme d'intérêt général puisque finalement tout le monde ne peut pas bénéficier de l'apport de cette association. Et donc cette notion de cercle restreint a été un peu revue par la jurisprudence puisqu'on a le tribunal administratif de Paris
par une décision d'octobre 2023, qui a dans cet exemple qui a dit, donc la phrase en marron là, quand bien même l'association requérante ne s'adresserait qu'à des bénéficiaires définis par leur appartenance à une catégorie professionnelle déterminée et réserverait le bénéfice de ces prestations à ses adhérents, ces circonstances ne s'opposent pas par elles-mêmes à ce que l'association soit reconnue comme étant d'intérêt général. Elle a considéré que dans ce cas-là, même si effectivement elle était destinée uniquement à cette catégorie professionnelle qui était représentée par cette association, que le fait qu'il y ait une gestion désintéressée, que les activités soient à but non lucratif, faisait qu'elle était quand même d'intérêt général. Donc du coup, c'est une jurisprudence importante parce qu'elle peut éventuellement remettre en cause certaines décisions qui avaient été prises liées à cette problématique de cercle restreint de personnes. Alors, sur les droits à congés payés, là, c'est pareil, c'est de la jurisprudence. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation en septembre 2023 qui précise la durée, en fait, sur laquelle les droits à congés payés peuvent être maintenus pendant l'arrêt de travail de salariés. Donc, normalement, le Code du travail précise les règles de calcul des droits à congés payés. Les droits à congés payés sont acquis pour tout travail effectif et la période de travail effectif inclut dans la limite d'une durée ininterrompue d'1 an les interruptions de contrat pour cause d'accident de travail ou maladie professionnelle. Donc ça, c'est ce qui est dans le Code du travail. Mais on parle bien normalement d'une durée d'1 an. Et la Cour de cassation a considéré que les droits à congés payés peuvent désormais également être acquis lors de la période de suspension du contrat de travail, en cas de maladie non professionnelle ou de maladie professionnelle ou d'accident du travail, au-delà de la durée d'1 an ininterrompue. Donc, et cette décision s'applique à tous les litiges en cours. Donc, cela revient à dire que pour tout salarié qui serait en arrêt maladie depuis plus d'1 an et pour lequel le décompte de congés payés a été arrêté, il faudrait recalculer en fait les droits à congés payés de façon à pouvoir les provisionner pour tenir compte de ce droit à reverser, en tout cas dû aux salariés en longue maladie. Alors, on vous a mis dans ce slide la liste de tous les règlements qui ont eu une incidence sur les comptes des associations en 2023. Donc, je les reprends de façon rapide. On a le premier règlement qui a donc mis en place ce fameux état des financements reçus de l'étranger et qui impose certaines obligations aux associations cultuelles. On a le 2022-06, donc sur le nouveau plan comptable général dont on va parler tout à l'heure. Juliette va donner plus d'informations sur ce nouveau règlement. On a le 2023-01 qui concerne que les associations cultuelles et qui fixe certaines règles. Le 2023-03 qui fait des adaptations du plan comptable justement suite au 2022-06. On va également en parler tout à l'heure. Et puis, deux autres plans comptables, deux autres règlements ANC, 2023-05 et 07, qui sont spécifiques à des points spécifiques. Le premier sur les solutions informatiques et le deuxième pour les organismes paritaires de formation professionnelle et France Compétences. Donc, on ne rentre pas dans le détail de tous ces règlements, on va en détailler deux dans la suite de notre présentation. Donc, après avoir vu les actualités des associations, puis celles liées à la loi de finances 2024, nous allons finir par évoquer maintenant le règlement sur la modernisation des états financiers et nous attarder sur quelques changements majeurs tels que la fin du transfert de charges ou la nouvelle définition du résultat exceptionnel. Donc, le règlement ANC 2022-06 sera obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Mais compte tenu de sa date de publication en décembre 2023, il sera possible de l'appliquer avec anticipation dès les exercices clos là au 31 décembre 2023. Donc, c'est un règlement qui est dit de modernisation des états financiers parce qu'il y a pas mal de suppression de comptes, notamment des comptes qui étaient plus vraiment utilisés comme les chèques postaux ou d'autres comptes qu'on avait
pas beaucoup l'habitude d'utiliser. Et parmi les changements importants, on compte notamment la suppression du transfert de charge. Donc, les comptes 791, c'est fini, ils sont supprimés du plan de compte. Désormais, donc on change de paradigme. Lorsque la charge n'a pas été inscrite directement dans le compte adéquat, le montant concerné est transféré directement en créditant le compte de charge qui avait été utilisé initialement, et donc en débitant le compte de charge approprié. Donc, il y a des cas spécifiques, comme les remboursements reçus directement en compensation de charges de personnel, qui seront en 649, les refacturations diverses en 708, les indemnités d'assurance en 758. Donc, l'ANC prévoit certains schémas auxquels il faudra aller se référer. Et sinon, donc, il faut bien retenir que c'est le compte de charge utilisé initialement qui sera crédité. L'autre point important sur ce règlement, c'est la redéfinition du résultat exceptionnel. Maintenant, donc, le résultat exceptionnel est qualifié par un événement qui est majeur et inhabituel. Donc, qu'est-ce qu'un événement majeur? C'est lorsque ses conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur l'entité, sur son patrimoine, sur sa situation financière, également sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre. Et l'autre point, c'est que cet événement doit être inhabituel. Donc, un événement, il est présumé inhabituel lorsqu'il ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu'il est peu probable qu'il se produise au cours des prochains exercices comptables. Donc, ça veut dire que les litiges salariés, les choses comme ça qu'on avait l'habitude de mettre parfois en exceptionnel, ça, c'est fini, c'est de l'exploitation. Tandis que les écritures comptables d'origine purement fiscale, comme les amortissements dérogatoires, sont comptabilisées toujours en résultat exceptionnel. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de se reporter à l'arbre de décision qui est proposé par l'ANC pour savoir si on est dans le résultat exceptionnel ou pas. Sur donc, la comparabilité avec l'exercice précédent, évidemment, l'exercice N-1 qui a été présenté et approuvé n'est pas modifié. On le laisse tel quel. C'est bien la colonne N qui est présentée selon le nouveau règlement en vigueur. Mais il peut être utile de présenter en annexe un proforma des comptes tels qu'ils auraient été si le règlement ANC 2022-06 s'appliquait déjà pour pouvoir mieux comparer, apporter une information pour une meilleure compréhension des comptes. Et dans ce cas-là, c'est présenté en annexe avec une information pour bien comprendre. Enfin, le règlement à suivre, c'est le règlement 2023-03 qui modifie divers règlements en coordination avec le règlement sur la modernisation des états financiers, l'ANC 2022-06, donc avec des suppressions et des créations de comptes pour s'accorder avec le règlement 2022-06 et il y aura notamment une mise à jour des modèles de bilan et de compte de résultat. L'entrée en vigueur, c'est la même chose, donc à partir du 1er janvier 2025, avec une application anticipée possible et qui sera publiée. Voilà. On peut prendre peut-être quelques questions si vous en avez. Alors, il y a de nombreuses questions. Donc, on va revenir sur les différentes questions. Donc, il y avait, je reprends donc depuis la question de Stéphane. Donc, on avait une question de Dan qui nous demande est-ce qu'il faut faire un rescrit fiscal pour émettre des reçus fiscaux? Donc là, vous allez me dire si j'ai bien écouté le gouvernement à la journée des associations de la CNCC, mais moi, ce que j'ai compris,
c'est que, donc bien sûr, il n'y a pas d'obligation pour une association de faire un rescrit fiscal pour émettre des reçus fiscaux. Elle peut émettre des reçus fiscaux et il y a une précision qui a été apportée par l'administration fiscale, c'est que en cas de contrôle, donc bien sûr, pour émettre des reçus fiscaux, il faut qu'elle remplisse les conditions et qu'elle soit d'intérêt général. Donc, il faut faire attention à rentrer dans les clous. Il y a une question d'intentionnalité aussi qui sera prise en compte dans le fait d'avoir voulu intentionnellement détourner le système à son profit si elle n'est pas d'intérêt général. C'est ça. S'il y avait eu rescrit fiscal et que la réponse avait été négative, en cas de contrôle, s'il y a des reçus fiscaux qui sont malgré tout émis, c'est la mauvaise foi qui est retenue. Ouais. Ensuite, il y avait une question de Mathilde sur les liens pour télécharger le guide de l'annexe pour l'annexe des comptes. Donc là, le guide de l'annexe, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller sur le site du Conseil de l'Ordre, donc avec votre site Compte Expert. Vous allez dans Mon expertise, secteur et dans Association. Et là, vous allez retrouver toutes les actualités, donc notamment le dernier guide de l'annexe mis à jour, le tableau Excel qui reprend tout le détail des tableaux à prévoir en annexe. Donc, je vais vous remettre le lien dans le chat pour que vous ayez bien le fil à suivre une fois que vous êtes dans votre compte privé du Conseil Sup. Mais tout est à disposition et on vous invite à vous y rendre pour récupérer les derniers éléments. Le seul élément que vous ne pourrez pas télécharger et qui est payant, c'est la réglementation comptable mise à jour, des associations mises à jour par le Conseil Sup et la CNCC, mais sinon, tous les autres sont téléchargeables. Alors, ensuite, il y avait une question de Stéphane sur la comptabilisation de la provision pour fonds dédiés. Est-elle réintégrée fiscalement pour les associations à but lucratif soumises à la TVA? Donc là j'imagine qu'il faisait référence à la discussion qu'on avait eue sur le provisionnement de legs d'immeubles. Alors, je vais en profiter pour reprendre un commentaire de Patrick qui, sur ce sujet, a précisé le fait que le règlement ANC 2018-06 prévoit bien une dépréciation sur biens reçus par legs. Donc, il y a un compte spécifique qui est prévu pour les dépréciations sur biens reçus par legs. Donc, ça, c'est une précision utile qui est apportée par Patrick et qui fait le lien avec cette problématique. Mais donc, si je reviens sur la question de Stéphane sur la provision, cette provision pour fonds dédiés qu'il évoque, est-ce qu'elle est à réintégrer fiscalement pour les associations à but lucratif soumises à la TVA? Donc là, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce que vous avez un début de réponse de votre côté, Juliette et Nathalie? C'est pas vraiment une provision. En fait, ça fonctionne comme un PCA à la clôture, mais ça porte sur une subvention. Donc, c'est pas lié, c'est pas une provision, c'est pas fiscalisé. Enfin, c'est deux choses différentes, je pense.
Oui, moi je dirais aussi qu'il n'y a pas de réintégration à faire sur le fonds dédié, a priori. C'est la provision, lui, c'est une question Oui. sur la provision sur un fonds dédié. Non, je crois qu'en fait, il y a une confusion. En fait, le fonds dédié ne fait pas l'objet de provision. Non, Il n'y a pas de provision sur fonds dédié, donc le fonds dédié ne fait pas l'objet de provision. Par contre, le sujet qu'avait évoqué Nathalie, c'est que lorsqu'on a un legs d'un immeuble visant à être cédé et qu'il y a une interrogation sur sa valorisation, il peut y avoir, et c'est prévu, Patrick nous l'a très bien souligné, c'est prévu dans le règlement, il peut y avoir une provision pour dépréciation sur biens reçus de legs. Donc ça peut être le cas, mais ce n'est pas une provision du fonds reporté. Mais ça fait miroir. Ce que disait Nathalie, c'est que ça fait miroir avec les fonds reportés. Donc, cette provision, elle est donc liée aux biens inscrits à l'actif destiné à être cédés. C'est bon, Juliette et Nathalie? Oui, c'est ça. Donc, ensuite, on a une question d'Emmanuel sur qui est la suivante. Peut-on passer en produits constatés d'avance les dons reçus en fin d'année et qui vont servir au budget de fonctionnement de l'année suivante? Alors, bon, voilà. Donc là on revient sur la notion de séparation d'exercice et des dons. Ouais. Alors, on a déjà répondu à la question, en fait. C'est-à-dire que les dons, normalement, ils sont comptabilisés en produits dès leur encaissement. Ouais. Et ils peuvent être reportés en fonds dédiés que s'ils sont liés à un projet défini. Exactement. Donc là, le critère, ça va être l'affectation par le donateur à un objet défini du don et la non-réalisation à la clôture de ce projet. Donc ça c'est, comme précise Nathalie, la condition pour inscrire un don en fonds dédié. Et donc là, ça sera plutôt par le mécanisme du fonds dédié et pas un produit constaté d'avance. Uniquement si le donateur l'a précisé. Alors, ensuite, il y a une question d'Yves sur le fait est-ce que l'on doit apprécier le mécénat distinctement, enfin de façon différenciée, en fonction de l'action, la sollicitation active des mécènes ou pas? Est-ce que si on agit, ce que je comprends, si on agit dans un cercle restreint et s'il n'y a pas une sollicitation active en dehors du cercle restreint, on peut parler d'appel à la générosité du public dans le cadre du mécénat. C'est ce que je crois comprendre de la question. Il y a deux notions à prendre en compte. Il y a effectivement l'appel. S'il y a un mécénat qui est donné, mais qui n'a pas été sollicité, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, le membre du conseil d'administration qui, par lui-même, dit je vais faire donc un mécénat, je vais être bénévole. Enfin voilà, ça, là, il n'y a pas de sollicitation. C'est lui, de son propre gré, qui fait cette action. Là, il n'y a pas d'appel, donc ça ne rentre pas dans l'appel à la générosité du public. Et pour le cercle fermé, là, c'est donc si ça ne correspond pas, donc c'est le contraire d'un cercle ouvert, c'est quand il y a vraiment un lien qui existe déjà entre l'association qui reçoit et la personne qui donne. Très bien. Alors,
Ensuite, il y a une question de Damien qui revient sur cet exemple du legs d'un immeuble destiné à être cédé et qui demande comment, sur la base de quelle valeur, on inscrit ce bien à l'actif. Est-ce qu'on prend l'acte notarié ou la valeur estimée par l'agent immobilier qui a reçu le mandat de cession? Si sur l'acte notarié, il y a une valeur qui est indiquée, ça va être la valeur de l'acte notarié. Par contre, il n'y a pas toujours une valeur sur l'acte notarié. Donc, s'il n'y a pas de valeur, effectivement, à ce moment-là, il va falloir faire évaluer ce bien et ça sera l'évaluation faite par un professionnel qui sera prise en compte. Très bien. Ensuite, il y a une question de Dan qui demande faut-il distinguer comptablement les dons avec reçus fiscaux et les dons sans reçus fiscaux? Moi, je recommanderais effectivement de les distinguer puisque après, il va falloir faire cette fameuse déclaration auprès des impôts et ce n'est à déclarer que les dons avec reçus fiscaux. Donc, c'est bien de pouvoir isoler ceux qui sont avec reçus fiscaux et ceux qui sont sans. Et le contrôle de l'administration fiscale ne portera que sur les dons avec reçus fiscaux. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation, mais il y a c'est une bonne gestion de faire des comptes différenciés pour ces deux types de dons afin de mieux remplir derrière les obligations déclaratives fiscales. C'est ça. Juliette, un complément? Oui, non, j'allais dire, après, la personne ou l'entité l'utilise ou pas. En fait, une fois qu'on a émis le reçu fiscal, on le dit à l'administration. Et donc, effectivement, je reprends Nathalie disait qu'il fallait les séparer. C'est ça qui est important, finalement. C'est que ça concorde avec ce qu'on dit avec l'administration et après, la personne l'utilise ou pas. Très bien. Donc... ensuite, il y avait une question de Stéphane qui revient sur la question des 76 000 euros de plancher sur les activités lucratives. Donc, il demande si l'association pratique des prestations à un prix dérisoire par rapport à des concurrents lucratifs, est-ce que ça rentre malgré tout dans ce seuil des 76 000 euros et donc si elle dépasse les 76 000 euros en prenant en compte ces activités, est-ce qu'il y a un risque de fiscalisation? Oui, toute prestation de service, même si le prix est sous le prix du marché, à partir du moment où c'est une activité concurrentielle, va rentrer dans le montant qui déterminera le seuil des 76 000 euros. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la règle des 4P sur les associations pour savoir si elle est ou pas considérée comme lucrative. Pour rappel, les 4P, c'est le prix. Donc, effectivement, si on est en dessous du prix de marché, c'est une bonne règle pour avoir une présomption de non-lucrativité, mais il n'y a pas que ça. Il y a le produit. Donc, si c'est de la prestation, a priori, c'est un produit concurrentiel, donc on ne respecte déjà pas cette règle-là. Il y a la publicité. Et puis après, il y a les personnes, le public, les personnes concernées par la prestation. Donc, il faut que l'association se repose ces 4 questions. Mais sur le principe, si c'est une prestation, même si elles sont en dessous du prix du marché, elles rentreront dans la base des 76 000. Très clair. Ensuite, il y a Florence qui demande, qui revient sur les seuils pour la réalisation du CROD et du CER pour les entités faisant appel à la générosité du public, et elle demande est-ce que ce CROD et ce CER s'appliquent aussi au fonds de dotation? Oui. Oui, c'est les mêmes seuils et ça s'applique aussi au fonds de dotation. Et d'ailleurs, je précise qu'il y a la possibilité aussi de présenter un état qui fait le lien
entre le CROD et le CER qui s'appelle l'état de rapprochement entre le CROD et le CER, dont il existe un exemple dans l'ANC. Alors ensuite, il y a une question d'Anan qui concerne les déclarations de dons à effectuer dans les 3 mois de la clôture. Et la question est la suivante. Faut-il y inclure tous les dons ouvrant droit à un crédit d'impôt ou uniquement ceux ayant réellement donné lieu à la délivrance d'un reçu fiscal? On l'a précisé tout à l'heure, hein, ce sont les dons ayant donné lieu à l'émission d'un reçu fiscal. Et d'ailleurs, uniquement les dons avec reçu fiscal peuvent donner droit à une réduction d'impôt. S'il n'y a pas de reçu fiscal, il n'y a pas de réduction d'impôt. Très bien. Il y avait… alors, sur Marine, qui concerne le support, on a répété, hein, il sera envoyé en fin de réunion. Il y a une autre question sur l'état d'avantages et de ressources. Donc, l'état d'avantages et de ressources, il n'est pas applicable aux fondations. Oui. Et donc, il y a une interrogation de Patrick sur les fonds de dotation. Est-ce qu'il est applicable, du coup, aux fonds de dotation? Oui, il est applicable aux fonds de dotation. Voilà. Et dès le 1er euro? Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on y inscrit dès le 1er euro venant de l'étranger, tandis que le seuil pour devoir le présenter, c'est les 153 000 euros de dons mécénat ouvrant droit à réduction fiscale. Ok. Alors, il y a une question de Dominique qui s'interroge sur les limites du territoire de la France et qui nous demande est-ce que les DOM-TOM sont considérés comme un État étranger pour l'EAR? Alors, bon, bah là, c'est un petit intermède ludique. Bien sûr, les DOM-TOM ne sont pas un État étranger et le fisc n'a pas été sur cette pente dangereuse. Donc, Dominique, je vous rassure, les DOM-TOM font bien partie de la France. Patrick, ensuite, nous dit… Ah oui, Patrick, il précise… Patrick juste précise, hein, EAR obligatoire pour les fonds de dotation dès le 1er euro, pas de seuil. Donc, il a répondu lui-même et il dit idem pour les associations cultuelles, loi 1905, très bien, donc il a apporté la précision. Il y a une question de Virginie ensuite sur qui signe le contrat d'engagement républicain et y a-t-il un modèle type? Alors, qui le signe, c'est la personne qui représente l'association. Et sur le modèle type, alors oui, il existe un modèle type qui est disponible. Alors, je n'ai plus le site exact en tête, mais on le retrouve sur un site gouvernemental. Oui, sur le site du ministère de l'Intérieur. Il faut aller sur le site du ministère de l'Intérieur. Il y a des modèles types qui sont donnés pour les contrats d'engagement républicain. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a deux dernières questions rapidement. Une question d'Alexandre sur quand une association perçoit des financements d'une autre association, comment qualifier la nature des financements et ceci a-t-il un impact sur le dépassement éventuel des seuils? Alors, ce sont des contributions financières. Hein, les fonds reçus d'une autre association sont des contributions financières. Hein. Et l'impact des seuils, non. Enfin, après, ça dépend de l'activité menée et de l'objet des fonds versés, mais de quel seuil s'agit-il? J'imagine que c'était les seuils d'AGP, d'appel à générosité du public, j'imagine. Donc, normalement, ça ne rentre pas dans l'AGP, sauf tout à fait. Non, ça ne rentre pas dedans. Ok, très bien. Et il y avait une dernière question
de Véronique sur la modernisation des états financiers, et donc elle s'interrogeait sur le devenir des quotes-parts de subventions d'investissement dans le cadre de cette réforme. Alors, les nouveaux comptes sont précisés. Là, je n'ai pas particulièrement en tête, mais j'ai en mémoire que le sujet est évoqué dans l'ANC. Alors, il est déjà disponible, donc il est tout à fait possible d'aller le voir. Et il y a pas mal de comptes qui sont déjà proposés. Oui. Ces quotes-parts vont être soit en exploitation, soit en financier, selon si l'immobilisation acquise avec la subvention sert à l'exploitation ou est une immobilisation financière. Il y a des comptes 776 et 75 qui sont prévus. Ok, bon, ben, parfait. Ben, vous avez répondu à toutes les questions. C'est super. Fabien conclut, super boulot. Merci à vous deux pour la présentation. Donc, on vous remercie tous. On vous invite à remplir l'enquête sur les associations que réalise le comité dans le cadre d'une meilleure connaissance des besoins des experts comptables et des associations. Donc, je vous ai indiqué dans le fil du chat, je vous laisse le lien vers l'enquête pour que vous la remplissiez, et j'espère à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Je ne sais pas si c'est bon. Non. Adeline ? Je ne sais pas si on peut quitter. Moi, je vais quitter. Hein. Je pense que c'est bon. Il y a marqué live terminé là-haut. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout de suite. Tout à l'heure.